Ça tourne. C'est vrai? Oui. Oh putain. T'es stressé? Non, ça va. Alors, décontractons-nous. Je vais pas y arriver, je... Mais si! Ouais, vas-y. Alors, Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode très spécial puisque je suis en compagnie de mon papa, que j'aime d'amour de tout mon cœur, qui va nous parler d'un sujet qui touche 150 000 personnes en France. C'est la maladie auto-immune qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Est-ce que papa, tu peux nous expliquer pour commencer ce que c'est cette maladie pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout ce que c'est? Alors, c'est une maladie inflammatoire, chronique. On n'en guérit pas, mais bon, il faut vivre avec. Alors, ça touche les articulations, principalement le bas du dos, pour les formes axiales. Et ça peut toucher aussi les épaules, le thorax. Donc, ça fait des gènes respiratoires. Ça peut toucher les mains, les articulations des mains, les genoux, les talons, les hanches. Et là, on dit que c'est plus des formes périphériques. Et il peut y avoir aussi, à terme, on va dire, quand la maladie est bien avancée, de l'ostéoporose, ce qui est mon cas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les os, ils sont fragilisés. Et la densité de l'os, elle est amoindrie, quoi. Donc l'os devient très fragile. Donc après, il y a des traitements pour diminuer la destruction de l'os et puis prendre de la vitamine D, enfin pour renforcer l'os. Pour renforcer, et puis bon. Et puis, il n'est pas rare aussi dans mon cas d'avoir une atteinte intestinale, donc sous forme de rectocolite hémorragique. Donc, ils appellent ça barbairement la RCH ou ce qui est plus connu, la maladie de Crohn. Donc, on perd du sang et puis on a très très mal au ventre et puis, enfin bon. Ça, c'est vraiment horrible. Ah oui, parce qu'on va aux toilettes très très souvent et on a des fortes douleurs. Et le tout, cette maladie provoque beaucoup de fatigue forcément parce que le corps, il lutte sans arrêt, quoi. Sans arrêt pour s'en sortir et puis voilà. Mais bon, heureusement, il y a des traitements, surtout depuis ces 15-20 dernières années, la recherche avance bien, on va dire. Okay. Donc on arrive bien souvent, faut pas dramatiser quand un médecin annonce ça, on arrive souvent quand même à avoir des bons résultats et surtout avoir une vie normale. Voilà. Okay. C'est surtout ça le plus important, c'est arriver à vivre avec cette maladie-là et que tout ne s'arrête pas dans la vie, quoi, heureusement. Comment tu as découvert ta maladie? Ça a été quoi en premier les signes qui sont arrivés? Alors moi, ça a été progressif. Ça a démarré plutôt jeune, mais ça n'avait pas d'importance et ça ne me gênait pas au début. Toujours une petite fragilité au dos quand même, des petites douleurs, des petits lumbagos qui arrivaient, des choses comme ça. Mais ça, assez jeune, hein. Je me rappelle, avec le recul, à l'âge de 12-13 ans, j'avais déjà des petits coincements au dos, des choses comme ça. Et puis après, arrivé à une vingtaine d'années, des fois j'avais des doigts qui gonflaient, mais sans me tordre le doigt, sans me blesser, sans rien. Je me réveillais et j'avais un doigt gonflé et j'avais du mal à plier mes mains. Alors là, bon. Puis 2 jours après, c'était fini. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, quand j'ai vraiment été embêté, c'est quand je faisais des lumbago à répétition et ton dos commençait à te gêner. Voilà, le bas du dos, vraiment la partie basse du dos, quand je me bloquais carrément et sous anti-inflammatoire, quand le médecin il me soignait pour un lumbago standard, comme tout le monde, en 2-3 jours, dans les débuts, hop, c'était fini. L'anti-inflammatoire réglait le problème tout de suite. Et puis après, l'évolution de la maladie, ce qui doit inquiéter les gens, c'est le matin au réveil. Ou alors quand on est réveillé dans la nuit. Si dans la nuit, on est réveillé en deuxième partie de cycle, c'est-à-dire vers 2-3 heures du matin, on est réveillé par la douleur, on est obligé de changer de position sans arrêt, et le matin, il faut faire ce qu'on appelle un dérouillage matinal. Alors là, il faut commencer à se poser des questions. Faut faire des mouvements, sinon, voilà, on a super mal. Il faut faire des mouvements, des étirements. Il faut vraiment chauffer le corps doucement pendant genre une demi-heure, des fois 3/4 d'heure, sinon on ne décolle pas du tout, on n'arrive vraiment pas à décoller et ça fait mal. Et après, l'évolution, j'ai perdu du sang quand j'allais aux toilettes. Ouais, donc là, ça a été une autre phase de la maladie. Là, c'était la rectocolite qui s'est mise en place, voilà. Dans un premier temps, la maladie,
on la soigne avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on appelle. On la soigne pendant jusqu'à temps qu'on peut arriver à la soigner, c'est-à-dire à retrouver une vie normale. Et après, quand on peut plus maîtriser la maladie, on prend ce qu'on appelle un anti-TNF-alpha, c'est les biothérapies, c'est-à-dire c'est la nouvelle génération de médicaments que je parlais tout à l'heure, qui a fait un bond dans la médecine et qui a changé complètement le paysage des gens qui sont malades. Et donc ça, on va dire, ça suspend la maladie en amont, c'est-à-dire que ça ne traite pas le symptôme, c'est-à-dire que ça empêche le symptôme d'arriver, c'est-à-dire que ça bloque le système de la maladie. En contrepartie, le souci, c'est qu'on est un peu plus sujet aux infections. Donc il faut faire attention quand on se coupe, il faut bien se désinfecter. Quand il y a la grippe, faut faire le vaccin, voilà. C'est pour ça que je fais toujours attention et que je me lave les mains. Et quand quelqu'un tousse, je peux pas m'empêcher de me reculer d'un mètre, surtout en temps de Covid. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais petite et qu'on était un peu malade, t'essayais de pas trop de faire attention pour pas attraper nos maladies, parce que juste un rhume dont nous on se remet en quelques semaines. Moi, je suis un petit peu trop. Je me surprotège peut-être un petit peu parce que c'est pas un rhume qui m'aurait cloué au lit. Mais bon. Oui, mais tu sais. Tant qu'on n'a pas de fièvre, c'est pas bien grave, on va dire. Ouais. Mais bon, si on commence à avoir de la fièvre et tout ça, parce qu'en fait, ce traitement-là, il fait baisser les défenses immunitaires. Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est le problème de la maladie inflammatoire. Quand on a des défenses immunitaires qui sont pas bien réglées, en fait, ils attaquent notre propre corps. En fait, la solution, c'est de descendre la force des défenses immunitaires pour rendre la maladie moins agressive. Mais du coup, ce qui fait que quand tu attrapes une maladie, tes anticorps ne sont plus présents. Si, quand même. Ils sont présents, mais il y a une partie qui ne l'est plus. Ouais. Voilà, une partie qui est moins forte, mais il y a quand même des défenses, heureusement. Quand même. Oui, okay. Parce que sinon, c'est pas comme un sida ou un truc comme ça. On a quand même des défenses. Mais c'est vrai que quand il y a eu le Covid, là, il fallait quand même faire gaffe. Oui, là, fallait faire très attention. Je sortais pas en boîte tous les soirs. Non. C'est sûr. Je voulais te demander, donc, quels étaient les premiers traitements qu'on t'a proposés au tout début, et ensuite, jusqu'à quel traitement tu es passé pour arriver à ce que tu prends maintenant, Lumira. Qu'est-ce qu'on t'a proposé au début ? Alors au début, on fait tous notre apprenti chimiste, tout seul. On constate que le Doliprane, c'est pas... Bon, c'est efficace, mais bon, pas terrible. Mais alors, ce qui marche bien, en faisant l'apprenti chimie, c'est l'ibuprofène. Tout ce qui est, ce qui se vend en pharmacie, quoi. L'ibuprofène. Puis plus ça va, plus on monte. Et bon, après, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, l'ibuprofène, ça devient un anti-inflammatoire. Et ça, c'est le premier médicament contre la maladie. Donc, au début, le médecin, il nous donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Après, quand il y a des fortes poussées et que l'anti-inflammatoire commence à faire mal, malgré les médicaments qui protègent l'estomac, les anti-inflammatoires, à la longue, ça fait pas du bien quand on en prend une dizaine d'années d'affilée. Donc des fois, il faut faire des petites cures avec de la cortisone. Donc la cortisone, ça c'est le truc magique, on croirait que ça guérit tout. Ouais, oui. Le seul problème, c'est qu'on dort plus la nuit et que, comme moi, malheureusement, ça m'a un peu déglingué les os. Donc vraiment, la cortisone, moi dans mon cas, c'est vraiment pas le truc que je recommande. Ça paraît miraculeux, dans les grandes lignes, mais en vrai, ça détruit c'est petit à petit un assaut de cortisone, c'est vraiment, on a la pêche, voilà. Mais manque de bol, il y a le revers de la médaille après. Qui est derrière. Donc alors moi dans mon cas, j'ai pris Lumira tardivement, parce que c'était dans les débuts de biothérapie, ça coûte toujours très cher. Donc Lumira, c'est une piqûre en fait. Voilà, c'est une piqûre, c'est un stylo injectable, c'est super facile, ça fait pas peur tant qu'on regarde pas sur internet les effets secondaires et ce qu'il y a dedans. mais c'est facile à faire, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, on tend à s'en servir, à le prescrire en première instance, c'est-à-dire au lieu d'attendre et de prendre de la et de pas prendre ni cortisone ni anti-inflammatoire, on passe direct quand on est bien sûr qu'on a bien cerné la maladie, tout de suite on lui met un coup sur la tête avec une biothérapie et là là ça change tout. Parce que maintenant, on a du recul, on sait qu'on meurt pas tout de suite, que dans les débuts, on avait bien peur. Donc tu fais ça une fois par semaine ? Non, une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, pardon. Voilà. Et ça soigne aussi bien, évidemment, la spondylarthrite, que la rectocolite, que la maladie de Crohn, que le psoriasis, toutes ces maladies auto-immunes, ça prend tout.
C'est majoritairement ciblé pour les maladies auto-immunes. Ah, c'est que pour les maladies auto-immunes. Ok. Ouais. Et par contre, je sais que toi, quand tu fais ta piqûre, le lendemain, tu n'es pas bien du tout. Ouais. Alors après, c'est pas systématique. Moi, dans mon cas, ouais. Le lendemain, c'est vrai que c'est pas toute la journée. Mais je sais qu'à une certaine heure, je suis pas en grande forme. J'ai une poussée de douleur. Mais bon, à la rigueur, je prendrai un Doliprane, je sentirai même pas. Hein. Mais je sens que j'ai une fatigue et tout ça. Et puis après, le lendemain, c'est bon, c'est réglé. C'est nickel. Voilà. Mais tu sais que le lendemain, il faut que tu prennes du temps pour toi. Ouais. Voilà, tu prends le temps de dormir. Non, dormir, non, parce qu'en fait, ça... On est surexcité, il faut se dire non, c'est pas le jour de tondre, c'est pas le jour de changer mes plaquettes de frein, non, là j'ai fait mon traitement la veille, donc je reste tranquille. En fait c'est ça le plus dur, c'est de dire non, c'est pas parce que, voilà, ça fait un peu l'effet de la cortisone le lendemain. Quoi. Ah ouais, on prend de la cortisone, on veut retourner à la maison, mais non, okay. Là on se dit ce jour-là, on reste tranquille, on mate une série, n'importe quoi, mais là on reste tranquille. Ouais. Vaut mieux. Et la maladie, psychologiquement, comment tu l'as gérée ? Ah, bah alors là, c'est un autre plan de la maladie. Bah, psychologiquement, c'est vrai que c'est dur, hein, surtout quand c'est une maladie, on est atteint assez jeune. À quel âge ? Alors que moi, elle était bien en route, on va dire 30 ans. 30 ans, c'est là où tu avais été grosse poussée. J'en ai 20 de plus. Ouais, les 30 ans, c'est là que ça a été le plus fort. Ouais. Oui, c'est sûr que là, surtout l'annonce. Alors là, l'annonce, c'est le monde qui s'écroule. En plus, à mon époque, heureusement que j'avais pris déjà un crédit pour ma maison, parce que quand on vous passe à 100% au niveau de la sécurité sociale, en tout cas à l'époque, c'était pas simple de prendre un crédit après. Donc heureusement pour moi, j'étais déjà avec un crédit, donc j'avais déjà signé le papier, donc j'étais tranquille de ce côté-là. Et le bail de ta maison, enfin la construction de ta maison aussi, tu l'avais lancé aussi ? Ah bah oui, tout était fait. La maison était construite, j'habitais dedans et tout. Hein. Je l'ai fini de la payer, donc ça s'est bien passé. Même étant malade, j'ai quand même pu rendre l'argent que je devais comme quoi ça veut rien dire, quoi. À la banque. Oui, comme quoi ça veut rien dire. Non, mais de toute façon, là, quand on est malade, on n'a droit à rien. Non, mais c'est fou, franchement. Il y a des risques et les banquiers, ils prennent pas de risques. Donc, bon. Après ça, quand on a une maladie inflammatoire, et des fois, on enterre des gens qui n'ont rien. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que nous, en tout cas, quand on fait, on a un suivi médical, on a des prises de sang minimum tous les 3 mois, voire tous les mois. Donc il y a un truc qu'il faut savoir, s'il y a la moindre chose qui cloche, on le sait tout de suite. C'est pas comme une personne lambda qui est pas malade, qui va faire une prise de sang tous les 5 ans, et il va pas voir une montée de globules blancs, il va pas voir qu'il a du diabète, et puis il sera trop tard quand il l'aura découvert. Nous, s'il y a le moindre truc, on le saura. Rien qu'en prenant le traitement biologique, on est obligé de se surveiller. Donc s'il y avait le moindre problème niveau sanguin, on le saurait. Peut-être pour ça que l'espérance de vie, il augmente beaucoup avec cette maladie. On peut être centenaire et avoir une spondylarthrite ankylosante. C'est même pas rare. Et du coup, ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu avais la maladie, tu t'es senti comment au début ? Oui, c'est sûr que tu prends un grand coup sur la tête, surtout quand tu te précipites sur Google et que tu vois ça. Je pense que tous ceux qui ont cette maladie, ils ont toujours l'image dans la tête de cette espèce de personne qui est voûtée avec une canne. Je suis sûr que les gens, ils la voient, cette image-là. Espèce de fantôme simiesque, là, ça reste dans le crâne. Et non, avec les nouveaux traitements, j'aurais moins paniqué si j'avais eu l'expérience d'aujourd'hui. Et c'est pareil, les médecins... Moi, je suis droit comme un i. Hein. Bon, je fais de la kiné et tout. Ça, c'est sûr, très important. Je peux confirmer. Mais moi, je me tiens droit. Tu fais tout le temps attention à ta posture. Ça, oui. Même moi, qui suis coiffeuse... toi, t'as un dos comme un point d'interrogation. T'as peut-être pas mal, mais... Il corrige tout le temps ma posture, je peux vous le dire. Hein. Dès que je suis pas droite, il me le dit. Hein. Oui, mais moi, ma kiné, elle m'en colle une si je suis pas bien assis. Hein. Mais ouais. Et donc oui, c'est sûr que le monde s'effondre quand on vous annonce ça. Comment est-ce que les médecins ils te présentent la maladie ? Oui, je l'attendais celle-là. Il faut pas leur en vouloir. Hein. Ils voient que ça toute la journée, donc les rhumatologues ou les autres médecins, quand ils ont une maladie à vous annoncer, de toute façon, faut appeler un chat un chat. Vous avez une maladie, il faut vous dire le nom et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu maladroit, mais ils sont pas psy. Hein. Ils sont médecins pour les articulations. Hein, Ils n'ont pas pris des pincettes pour t'annoncer ça ? Non, mais bon, après, moi, je préfère qu'ils ne prennent pas des pincettes. Après, il y en a, ils préfèrent peut-être qu'il y ait un beau paquet d'emballage, mais malheureusement, avec la spondylarthrite, il n'y a pas de paquet d'emballage. Il n'y a pas de bel emballage. On vous le balance comme ça. Et après, il faut faire avec. Hein. Mais surtout, il ne faut pas baisser les bras, il faut se relever. Et puis...
il faut savoir qu'on peut avoir une vie normale. Moi, j'ai eu, dont toi, 3 enfants. Je suis marié. T'as une maison. J'ai une maison. C'est sûr que niveau professionnel, j'ai pas choisi des ménageurs, ça c'est sûr. Mais ça t'a pas empêché d'avoir un poste à haute ça responsabilité. m'a pas empêché d'avoir eu un poste à responsabilité jusqu'au moment que j'ai pu, parce qu'à la fin je pouvais plus, parce que malheureusement quand on a 50 ans, la maladie ça fatigue quand même, et c'est vrai que j'ai beaucoup de fatigue. Il y a les traitements, mais bon, c'est lourd quand même à porter, et puis plus, on va dire une chance, plus on vieillit, donc plus on s'affaiblit normalement, et la maladie s'affaiblit en même temps. C'est-à-dire que plus nos défenses baissent par l'âge, plus forcément la maladie baisse, parce comme on a moins de défenses, elle est moins forte. Donc au travail, ça ne t'a pas du tout empêché avec ta maladie d'avoir un poste à haute responsabilité? Non, mais c'est vrai que physiquement, faut pas être dans la manutention, pas être des ménageurs, les torsions, tout ça. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que moi j'aime bien la mécanique, donc je bricole mes bagnoles, tout ça. Se tordre dans tous les sens, descendre en dessous les voitures, pour desserrer des écrous, des machins à 4 pattes. Si on n'a pas un pont, vaut mieux pas, hein, parce que combien de fois je suis resté sous le carreau, non. Ça, je le fais encore, mais bon, vraiment doucement, je prends vraiment des précautions, je mets beaucoup de temps quand je le fais. Il y a d'autres choses que tu peux plus faire avec la maladie? Lever des trucs. C'est sûr que lever des charges lourdes, c'est sûr que quand quelqu'un fait un déménagement, ça sert à rien qu'il fasse appel à moi. Moi, je prends pas le canapé pour le charger dans le camion, hein. Non, ça c'est mort. Des trucs comme ça, c'est mort. Mais sinon, d'ailleurs, c'est très très bon de bouger, de faire de la marche, tout ça, la marche, la natation. Mais par contre, le footing, des trucs comme ça, c'est trop traumatisant pour. Il y en a qui le font, hein. Il y en a des gens qui sont malades. Qui sont pas faits pour courir. Il y en moi, a j'en qui suis sont. persuadée. De toute façon, l'homme, il est pas fait pour courir. Oui. Mais l'homme, il n'est pas fait pour courir. Hein. De toute façon, d'abord, il n'aurait jamais dû se mettre debout. Il aurait mieux fait de rester à 4 pattes. On aurait moins mal. Il y aurait moins de problèmes de dos, bordel. Ouais, la marche, tout ça, la natation, que des trous, ou le vélo. Tout ce qui n'est pas des chocs dans le dos et qui. Moi, l'haltérophilie, c'est mort. De courir, hein. C'est normal, ça tape, ça fait que ça fait que de taper. Ceux que je vois courir, je sais pas comment ils font. Hein. Puis c'est pareil, on n'est pas vraiment. On n'a pas vraiment des corps de danseuse non plus. Hein. On est plutôt en mode enclume. Hein. Donc, on est plutôt dans le bâtiment, nous. Ah ouais, hein, la colonne. On est des tanks. ça pilonne hein, quand même. Ouais. Et du coup, ça tombe bien qu'on parle d'activité physique. Qu'est-ce qui est recommandé pour cette maladie de faire comme activité physique? Ça justement, en résumé, c'est plutôt des étirements. Matin et soir. Ouais, matin et soir, ça c'est ce qu'on dit, mais c'est quand tu peux. Et le mieux, surtout avant d'avoir mal. Moi, en fait, j'ai trouvé un truc depuis que j'ai ma kiné, là. À chaque fois que je fais des efforts un petit peu, je suis tordu dans tous les sens, je fais les exercices qu'elle m'a appris. Donc je m'étire bien le dos, je m'étire bien les mollets, je m'étire bien les chevilles, tout ça, et en règle générale ça me fait du bien, ça m'évite d'être bloqué le lendemain. Mais c'est vrai que la natation, la marche, ça c'est bien. Natation, marche, il paraît le rameur. Tu marches beaucoup, hein. Ouais, j'essaye. Le rameur, mais moi je fais pas ça. Puis j'aime pas être par terre, j'aime pas travailler par terre, ça me va pas être par terre, j'aime pas. Après voilà, faut que ça soit adapté pour chaque personne. Ouais. Hein. Si toi ça te plaît pas. Le vélo, c'est pas mal aussi, mais un vélo bien, genre vélo hollandais, c'est-à-dire pas le vélo de course penché en avant, vraiment être droit. S'il peut être suspendu, c'est encore mieux, c'est-à-dire avec des amortisseurs en dessous la selle, ça c'est le top. Moi c'est ce que j'ai, hein. J'ai un machin avec une suspension au milieu. Et comme puis, ça t'es confortable. Voilà, et puis une potence un peu surélevée et impeccable. Bon, ça empêche que je fais pas beaucoup de vélo parce que... Oui, mais après ça peut reprendre, voilà, là il fait beau, c'est l'été. J'ai tout le temps froid, je suis un cul gelé, donc... Faut réussir à se motiver, quoi. Et quand je vais marcher, en fait, c'est mon chien qui me balade. C'est moi qui suis au bout de la laisse, c'est pas le chien, c'est moi. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté de positif dans ta vie, cette maladie? Elle m'a rendu raisonnable. Je dis toujours, si j'avais pas été malade, je serais déjà mort d'épuisement. Oh putain. Ouais, ah oui, carrément. Ça, c'est un petit peu cru, mais étant plus jeune, donc jusqu'à l'âge de mes 30 ans. 30 ans, mais j'ai un petit peu poussé à la roue jusqu'à 38. À partir de 38 ans, je suis devenu vraiment très 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 raisonnable. Qu'est-ce que je dirais pas que j'avais une vie de débauche, mais comme tout, quand on est jeune, on boit, on fume, et après il y a un petit engrenage. Avec les douleurs, on boit un peu plus qu'il faut pour calmer les douleurs.
Voilà, ça paraît plus naturel que de prendre des médicaments contre des antalgiques. Histoire de faire un petit pansement. Ça paraît plus normal parce que y a beaucoup de gens qui boivent un peu plus. Puis en France, c'est une coutume et puis je fumais boire. beaucoup parce que j'ai toujours eu un problème avec ça, de fumer quoi. Donc après quand j'ai été sous biothérapie, le deal c'était plus de tabac, donc de 60 cigarettes, c'est-à-dire 3 paquets de cigarettes, qui est énorme. Tu fumais 3 paquets de cigarettes par jour? C'est déraisonnable. Hein. Mais bon, j'en étais arrivé à ça. Je m'en rendais pas compte. Ah si. T'étais trop petite. Ouais, c'est vrai. Donc j'avais 38 ans à peu près. J'ai complètement arrêté du jour au lendemain pour pouvoir avoir la biothérapie. Donc je me suis mis ça dans la tête. J'ai arrêté d'un seul coup. J'ai été aidé à l'hôpital, au centre hospitalier de Dreux. Il y avait un protocole pour arrêter de fumer. On était bien encadré pour prendre la biothérapie. Donc arrêter de fumer, fait tous les vaccins qu'il faut pour prendre la biothérapie. Et puis une aide d'un tabacologue, donc les patchs, tout, psychologue, tout le bordel. Aussi. Et j'ai arrêté. Ça a été très dur pendant 1 an et demi. Ouais, c'est ce que j'ai noté pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été très très dur et j'en suis débarrassé et je suis bien content de plus fumer. Et après, j'ai arrêté de boire complètement aussi. Comme ça, voilà. Donc voilà, la maladie, elle m'a apporté avoir une vie très saine. Alors on me dit même un peu trop saine parce que je fais aucun écart, rien du tout. Mais je m'en sens pas plus mal. Après, si toi tu te sens confortable comme ça, c'est que ça te convient et il vaut mieux rester comme ça. Le seul truc, c'est que disons que quand on est jeune, qu'on boit plus, on voit moins de personnes. On fait moins de barbecue. Quand on est au travail et qu'on fume plus, parce que maintenant les fumeurs ils vont à l'extérieur. Donc on change de copain, on va dire. Parce que quand on fume la cigarette avec les copains, c'est convivial, on discute, tout ça. Puis quand on fume plus, on est un petit peu tout seul à la machine à café. C'est différent. C'est vrai que c'est la pause clope. Et en fait, pour les personnes qui ne fument pas, il n'y en a pas. Et moi, je trouve ça horrible. Parce alors qu'en fait, ça, je me suis battu souvent au travail avec ça. Ceux qui ne fument pas n'ont pas de pause, en fait. Voilà. Celui qui fume, il a une pause. Et celui qui fume pas et qui est devant son poste de travail à se reposer 5 minutes, on dit que c'est un tir au cul, il fait rien. Alors c'est un truc... c'est n'importe quoi. Voilà, il faut fumer pour avoir une pause, c'est ce que je disais. Et puis, tu as eu aussi maman qui t'a suivi. Elle a arrêté de fumer aussi. Oui. Alors, c'est pas une personne qui boit de trop non plus. Donc, elle t'a beaucoup aidé de ce côté-là. Ah oui, c'est sûr que j'ai pas été tenté par rien du tout. Et puis, ce qui est important aussi, c'est, faut le dire quand même, c'est d'avoir une conjointe ou un conjoint, enfin, je sais pas comment on dit, un partenaire. Un partenaire, voilà, maintenant, c'est comme ça, qui vous comprennent, qui comprennent la maladie. Et puis, faut savoir qu'il y a des jours où ça va, et puis il y a des jours où ça va pas aller, où ça va faire mal, et malheureusement, quand ça fait mal, on n'est pas toujours bien vissé. On a les humeurs qui changent un petit peu, donc oui, des fois, il faut en prendre et en laisser. Alors c'est vrai que tu peux avoir quelquefois des sauts d'humeur où nous parfois on essaye pas trop. Et il faut expliquer quand même, des fois papa il est pas bien, donc faut le laisser tranquille, faut pas sauter sur ses genoux sans le prévenir, enfin des trucs comme ça quoi. Oui, il y a des moments. C'est ça qui m'a fait le plus de mal quand j'étais jeune et que vous étiez donc petit. C'était il y avait des jours où je pouvais pas vous faire l'avion, hein. Il y avait des jours où j'avais mal, je pouvais pas vous prendre, tout ça, et voilà, ça me faisait du mal quand même. Je pouvais pas jouer au foot avec Serge ou William, j'étais pas bien. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on a bien fait autre chose. Il y a d'autres jours où on s'amusait bien, hein. Oui. On faisait même de la moto et plein de bêtises que maman elle sait même pas. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la médecine a bien avancé, la recherche a bien avancé avec les biothérapies, et faut pas hésiter à les prendre. Je sais que ça fait peur, mais faut pas hésiter à la prendre. C'est un peu c'est un bon cadeau quand même. On a de la chance que la Sécu rembourse ce genre de traitement qui coûte très très cher. Il faut faire attention à ce que la dépression elle accompagne pas la maladie, parce qu'il y a des fois on se sent tout seul. Si on peut pas. T'as eu des épisodes dépressifs dans ta maladie? Oui, bien sûr, oui, c'est normal. Il y a des fois, on a beau être bien entouré. Moi, j'ai de la chance, je suis bien entouré par ma femme et même vous. Mais il y a des fois, quand on a mal tout seul. Hein. Quand on a mal tout seul, c'est dur. Donc. Pendant cet épisode-là, qu'est-ce qui t'a aidé à remonter un peu la pente? En parler. Déjà, c'est en parler. Moi, j'ai jamais caché la maladie à personne. C'est pour ça que là, je suis devant un micro. J'ai jamais caché la maladie, même à mon patron. Alors ça, après, c'est mon cas personnel. Hein. Je sais pas si tout le monde doit le dire. Mon patron l'avait bien compris et il m'en a jamais porté tenu rigueur ou autre. Il comprenait. C'est cool, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi
Ouais, bah évidemment, c'est un retentissement sur la vie privée et bon bah sur le conjoint, les enfants, tout ça, et il faut faire attention. Il faut quand même préserver les enfants et quand ça va pas, bah voilà, il faut quand même leur expliquer, ça c'est important et que ça va aller mieux et que c'est pas parce que papa est malade que ça va pas aller d'ici 2-3 jours. C'est juste une période où ça va pas, c'est qu'une passade, voilà. Parce que moi, je donne un peu mon avis en tant que enfant d'un point de vue extérieur. En fait, je sais depuis longtemps que mon papa est malade parce qu'il me l'a toujours dit et parce que je vois... Bon, enfin, je t'ai pas dit que ça non plus. Oui, et puis que je vois des moments de ta vie où tu es un petit peu moins bien et d'autres très bien aussi. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'ai pas l'impression que tu es malade. Parce que c'est une maladie invisible. Il y a ça aussi, voilà. C'est une maladie invisible. Et du coup, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à oublier que t'es malade. Et que des fois, quand t'as tes moments où t'es pas bien, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ? C'est pour ça que les gens qui ont une maladie invisible, comme la spondylarthrite ankylosante ou la maladie de Crohn, enfin tous ces trucs-là, au travail, quand ils sont absents ou qu'ils ont mal, on dit ah mais c'est normal, c'est mal comme tout le monde, le dos c'est la maladie du siècle. Non, là je arrête tout de suite, c'est pas du tout le même mal. C'est pas le mal de dos, la maladie du siècle. Non, quand on a mal, mais on a mal à mourir quoi. Moi j'ai vu des fois, j'aurais préféré mourir que de continuer. Ah oui. Les moments les pires, ça a été vraiment terrible. Et non, c'est pas la même maladie que la maladie du siècle. Et la maladie invisible, les gens ils disent oh bah oui lui il a toujours quelque chose. Ça c'est ça fait mal. Il a toujours quelque chose ou au travail c'est un tir au cul. De toute façon il le fait exprès. Ça par contre on n'y coupe pas. Mais bon, quand la maladie comme là ça commence à être connue de plus en plus, connue, reconnue, voilà. Les gens là on commence à un peu plus la fermer on va dire. Non, sans méchanceté, rien, mais les gens, ah bah tiens, c'est marrant. Malheureusement, il y en a de plus en plus, disent, ah bah tiens, c'est marrant, t'as ça, bah je connais quelqu'un qui l'a aussi. Bon bah là... Oui, en fait, on connaît souvent une personne qui a ce genre de maladie, auto-immune. et là on dit, ah oui, bah finalement, non, il fait pas du chiquet, il est vraiment mal barré le mec. Et puis bon, bah, moi là, j'ai arrêté de travailler. Par la force des choses. Par la force des choses, parce que bon, bah... Parce que ton entreprise a fermé. Un licenciement économique, voilà. Et puis, après, pour retrouver du travail, malheureusement, c'est compliqué. En plus, avec la maladie qui me fatigue, donc c'est plus à un mi-temps ou des choses comme ça. Oui, mais par contre, ça t'a pas empêché de faire des belles formations que tu as beaucoup aimé faire, d'ailleurs. Oui, non, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus de ça... tu as appris plein de choses. Mais, oui, alors quand vous êtes reconnu comme vous êtes malade, vous êtes à 100% et que vous avez ce genre de pathologie, vous pouvez rentrer en relation avec la MDPH. Elle peut vous faire une reconnaissance c'est une reconnaissance de travailleur handicapé. Et de là, vous pouvez, on ne peut pas dire des avantages, parce que c'est jamais un avantage d'être reconnu handicapé, mais vous pouvez avoir des aides pour vous orienter, pour faire des formations dans un milieu qui est un petit peu plus en accord avec la maladie, c'est-à-dire moins physique, et puis vous apprenez plein de choses. Il faut aussi penser à un soutien psychologique quand ça va pas bien, ça c'est important. Il y a aussi, moi par exemple, j'ai fait pas des consultations, mais des entretiens avec des associations, par exemple l'association AFA et l'association François Aupetit. Alors, la personne qui représente à Dreux, c'est Pauline Ruffin, qui nous a fait dernièrement un atelier gastronomique pour nous apprendre un petit peu à se réconcilier avec la nourriture. Alors ça c'est vachement bien parce que quand on a une maladie des intestins, on est un petit peu fâché avec tout, on prend des mauvaises habitudes. Et tu as un régime spécifique aussi. Oui, alors quand on est en poussée au niveau des intestins, oui, on a un régime sans résidus, mais moi tout ça j'ai un petit peu oublié. Enfin, je fais attention quand même, je mange pas des piments, surtout le melon. Le melon, ça me fait couvrir aux toilettes direct. Mais non, depuis la biothérapie, ça a changé. Je mangerai presque ce que je veux. Donc oui, il y a des associations avec qui on peut parler, souvent qui sont... Enfin, moi, pour ma part, au centre hospitalier de Dreux, avec Pauline, j'ai mon médecin, le docteur Cuillerier. Donc lui, je peux, grâce à Pauline, qui est une infirmière d'éducation, je peux être en relation avec lui. Elle fait c'est vraiment un fil conducteur, donc c'est important. Et puis pour la spondylarthrite, vraiment la maladie des os, quoi, en fait, articulaire, c'est l'AFS,
Donc c'est l'association française des spondylarthrites qui est bien connue sur internet parce qu'ils ont des bons podcasts. Il y a des colloques des professionnels de santé, des infos sur la recherche sur les biothérapies. Et puis il y a aussi des forums de discussion et il y a même un numéro qu'on peut appeler. Il y a une permanence. En cas de crise. Pas en cas de crise, mais si ça va pas, on se sent pas bien, on a besoin d'être un petit peu remonté. On peut appeler, il y a une permanence où on peut avoir un centre d'écoute, quoi, et ça peut être important. Très, très les bien. associations, ouais, c'est vrai que c'est important, et puis ce qui est bien, c'est que ils se mettent avec les hôpitaux, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, quoi. Des fois on échange entre malades, donc ça peut aider aussi à se réconforter, et puis à se dire qu'on n'est pas seul, à se dire qu'on n'est pas seul, parce que ça aussi c'est important, de pouvoir en parler à de quelqu'un. s'entraider. Voilà. Et puis je vous dis, des fois, il y a ces associations, elles se réunissent des fois dans des centres hospitaliers, et puis on peut parler avec les professionnels de santé pour nous rassurer, et puis surtout pour parler des nouveaux traitements, de la recherche, des biothérapies, dans la maladie intestinale pour apprendre à mieux manger, à faire attention à soi, et puis pour qu'on ait une vie normale. En fait, c'est le but du truc, c'est avoir une vie normale et profiter de la vie. Et c'est pas une maladie qui vous fera mourir, mais c'est une maladie qui s'arrêtera quand vous mourrez. Et la spondylarthrite ankylosante, on arrive à ne plus l'appeler par ce mot barbare, spondylarthrite ankylosante, on l'appelle maintenant spondyloarthrite, parce que ce mot ankylosant, c'est insupportable. Ça fait peur. C'est insupportable à entendre. Et ça regroupe plusieurs maladies inflammatoires, donc la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et la spondylarthrite. Comme ça, on dit c'est le package complet spondyloarthrite. Et est-ce que tu aurais des conseils, des petits tips pour les personnes qui viennent de découvrir, qui sont atteintes de cette maladie? Est-ce que tu aurais des choses de ton expérience, par rapport à ton expérience, à leur dire? Que la vie s'arrête pas là et qu'il faut pas baisser les bras devant la maladie, que la vie est belle, il faut profiter de chaque instant et vive la recherche, vive la médecine, quoi. Vive la médecine. Heureusement qu'on n'est pas 2 siècles en arrière, parce que sinon on pourrait pas profiter de notre vie comme on le fait maintenant. Comme on le fait actuellement, c'est sûr, hein. Faut le reconnaître que... Faut se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir toute cette avancée en ce moment. Ah oui, hein. Faut toujours prendre soin de soi, il faut toujours malgré tout se valoriser, et qu'en faisant attention à soi et en ayant une bonne hygiène de vie, on peut vivre normalement. Mais il faut pas baisser les bras, et la vie c'est pas se laisser vivre et puis brûler la vie des deux côtés, voilà. Ça nous rattrape à un moment voilà, donné. de toute façon, celui qui mange pas de légumes, qui boit que du coca, qui fume et tout ça, il mourra beaucoup plus vite que quelqu'un qui a une maladie inflammatoire et qui fait attention à son alimentation et à ce qu'il mange. Enfin, à ce qu'il mange, à ce qu'il fume, à ce qu'il boit. Il n'y a pas de secret. Ouais. Prendre soin de soi. Faut prendre soin de soi, et puis pas que l'alimentation et tout ça, faut prendre du plaisir aussi, je sais pas moi, à se promener, à écouter les oiseaux, à regarder un coucher de soleil. Enfin, des belles vacances par exemple. Voilà, je dis ça avec du recul parce que j'ai eu 50 ans, mais bon, même étant plus jeune, il faut profiter de la vie et des choses simples. Les choses simples, c'est les plus importantes. C'est souvent ce qui nous rend... de ses enfants pendant qu'ils sont petits, parce que ça pousse tellement vite. Après, on se réveille un jour et putain, ils font 2 mètres de haut. Ah, oui, c'est devenu des adultes. Ouais, hein. Après, faut toujours s'en occuper quand même. C'est toujours des gosses, hein. Ouais, ça reste des gosses. Même à 25 ans, c'est toujours des gosses. Ouais. Comment? Je peux aller faire pipi. Oui, vas-y, tu peux faire pipi. Est-ce que tu as une anecdote drôle à nous raconter par rapport à ta maladie? Alors, drôle. Je sais pas si ça peut être drôle. Au niveau de la spondylarthrite ankylosante, non, j'ai rien de drôle. Par contre, au niveau de la rectocolite, oui, je peux en avoir, du fait de... Quand je devais me rendre, avant, quand j'étais bien malade, d'un point A à un point B en voiture, il fallait toujours que dans ma tête, j'arrive à me faire un cheminement où je pouvais trouver des toilettes entre le point A et le point B. Tu m'avais fait trop rire avec cette histoire. Et c'est arrivé 1 ou 2 fois, enfin plus que ça, mais bon, on va pas trop faire rire non plus. Entre le point A et le point B, je suis obligé de m'arrêter en pleine nature. Donc en pleine nature, j'ai vu... le pire, ça a été sur un rond-point.
caché par des feuilles. Ça, c'est l'anecdote rigolo pour les gens qui ont la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Mais bon, enfin, c'est rigolo. Non, mais sur le moment, sur le coup, c'est pas rigolo. On a les tout. boules. Et bon, ça peut être jouable quand on est tout seul dans sa voiture, mais quand on est en route en vacances avec toute sa petite famille derrière, qu'on doit s'arrêter pour faire sa petite affaire, là, par contre, c'est moins rigolo et c'est plus humiliant qu'autre chose. Oui. Ouais. Mais ouais, s'il y a un truc rigolo, avec le recul, c'est peut-être ça. Ouais. Et on doit se rendre du point A au point B en voiture. Le mieux, c'est qu'entre le point A et le point B, il y a un bois. Comme ça, on s'arrête, on fait la chose, on repart, on est tranquille. On repart plus léger finalement. Ah ouais, on repart plus léger. Mais c'est vrai que le bois, ouais, c'est important. Ouais. Ça te sauve la vie, un bois. T'es tranquille, tu t'enfonces un peu dedans et puis hop. Ouais. Enfin, vu comment que c'est pressé, tu t'enfonces pas beaucoup. T'as pas le temps de visiter grand-chose. Du moment qu'il n'y a pas un automobiliste qui s'arrête pour voir ce qui se passe, t'es content. Hein, mais tu prends pas le temps de t'enfoncer beaucoup. Hein. Une fois, j'ai pensé à toi parce que oui, la fois que tu étais malade. Je mangeais chez mes parents à la maison le soir. On mangeait des moules et j'ai dû manger une moule qui n'était pas fraîche. Une moule pourrie. Et je suis repartie en voiture et là, je me mets à avoir mal au ventre. Tu t'es retourné à l'envers. Je suis sur l'autoroute et je sens que je vais me chier dessus, quoi. Vraiment, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je pensais à toi. Toute ma vie, je me suis dit, mais putain, mais comment il fait? J'ai pensé tellement fort à toi quand ça m'est arrivé. Mais je suis partout, et je me suis dit, mais là, je roule sur l'autoroute, je ne peux pas m'arrêter. J'avais un aire de repos qui était super loin. Et je disais, là, littéralement, en fait, je vais me chier dessus dans ma voiture. Bah oui. C'est juste horrible. Je savais que je n'avais plus aucun contrôle de mon corps. Parce que là, mon corps, il voulait qu'une chose, c'est expulser. Et du coup, par chance et un contrôle mental de malade, je me suis arrêtée, j'ai réussi à atteindre l'aire d'autoroute, j'ai couru, j'ai tapé le sprint de ma vie et je suis restée une bonne demi-heure aux toilettes à me vider entièrement, mais tu sais, à te faire des crampes au ventre. J'avais des sueurs froides, je tremblais, mes mains tremblaient, c'était vraiment une grosse crise, quoi. J'ai fait une intoxication alimentaire, quoi. Comme quoi, vraiment, c'est pas grand-chose le bonheur. Hein. Ah bah non, c'est juste des chiottes. Juste des chiottes. Oh mais ce jour-là, j'ai tellement pensé à toi. T'es en mode, mais je suis content que tu penses à moi dans les moments les plus intimes. Eh ben, un grand merci, papa. Eh ben, de rien. Pour ton témoignage. Bah alors. Je suis super contente que tu aies accepté d'en parler sur ce podcast. Ah bah moi, c'est pareil. Ça me tenait grave à cœur. Je voulais te dire que je t'aime très fort. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes, ce podcast, et informer un maximum de personnes sur ce sujet dont on parle pas forcément. Enfin, franchement, il y a très peu de choses sur cette maladie, je trouve. C'est maladie invisible. Hein. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu gueules. C'est vrai? Bah oui, je suis coiffeuse au bout d'un moment. Faut que ça sorte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles ainsi qu'à vous abonner pour donner de la force à ce podcast. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Mouah. Bisous. Fais un bisou. Bisous. Bon voilà, nickel, coupé.